Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va commencer d'abord par notre focus. Le Cléby nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans et au numérique. Et on découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Eh bien je vais vous parler d'IA qui est devenue la nouvelle amie des enseignants pour corriger les copies. Eh bien ça tombe bien Lisa, parce qu'on va aussi parler d'intelligence artificielle dans l'émission avec notre sujet du jour. Apprendre une langue étrangère reste pour beaucoup un parcours semé d'embûches. Mais l'intelligence artificielle justement vient bousculer nos vieilles méthodes. Elle s'invite désormais dans nos apprentissages. Vous allez le voir, promettant une expérience plus personnalisée, plus motivante aussi. Mais cette révolution est-elle vraiment au service des élèves et des enseignants? On en parle avec notre invité aujourd'hui, Nathanael Wright. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est très content de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Wall Street English, avec un accent merveilleux. On va peut-être terminer cette émission en anglais, si vous voulez bien. Si vous voulez. D'abord, on va passer au focus, c'est important. Non, on va continuer en français, bien sûr. Et d'abord, on va regarder ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran, votre série préférée, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Regardez ça. Maîtriser l'anglais est devenu une compétence clé, que ce soit bien sûr pour trouver un emploi, voyager ou simplement élargir ses horizons. Pourtant, malgré les années d'apprentissage qu'on subit tous, ou qu'on suit, en tout cas à l'école, la France reste à la traîne. À l'heure où l'intelligence artificielle transforme en profondeur nos façons d'apprendre, et on en parle tous les jours ici dans l'École du Futur, peut-on espérer une nouvelle ère pour la formation linguistique? Quels sont aussi les nouveaux outils, les nouvelles pratiques, bien sûr, et que doivent savoir les parents, les enseignants, les élèves aussi, pour ne pas rater le train en marche et bien apprendre l'anglais? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec notre invité aujourd'hui, il est en plateau avec nous, Nathanael, je vais y arriver, Wright, le fondateur de Wall Street English. Alors on entend souvent dire, c'est vrai Nathanael, que les Français ont historiquement plutôt du mal avec l'anglais, du mal à apprendre l'anglais. Je vous vois un peu tendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tendu, je faux? pense que tout le monde connaît la réponse. Ouais. Mais pourquoi alors? C'est pas très compliqué, on part de très loin, mais il n'y a pas que les Français. On a des salles de cours où il y a 20 à 30 personnes dans la salle de cours. À partir de là, si vous faites un petit calcul, imaginons que vous avez 30 personnes, il y a 60 minutes dans l'heure de cours. Ça fait 2 minutes par personne maximum. Le prof va parler la moitié du temps. Donc, il y a maximum 1 minute par personne pour développer son niveau d'anglais sur 1 heure de cours. Ouais, ça ne fait pas beaucoup, effectivement. Non. Alors, est-ce qu'il y a des freins psychologiques aussi ou structurels fréquents que vous observez chez vos élèves ou vos apprenants? Est-ce que, par exemple, on a peur de parler en anglais? Oui, mais ça, c'est la même chose. L'éducation nationale a quand même tendance à taper sur les doigts des élèves dès qu'il y a la moindre erreur. Et dans les langues, comme dans toute matière que l'on apprend, on doit faire des erreurs pour apprendre. Et malheureusement, c'est pas tout à fait bien intégré en France. Vous avez toujours été bon en anglais? Vous êtes natif sans doute? Je suis né en Angleterre. Oui, ça aide. Anglais, donc franchement, comme ils me disent tous au travail, franchement, t'es pas un exemple. Non, pas un exemple. Bon, alors en revanche, vous savez sans doute que l'anglais est la langue incontournable en ce moment. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est ce qu'on nous a dit peut-être Lisa et moi dans notre enfance pendant des années. Il faut apprendre l'anglais parce que sans anglais, on ne peut pas travailler, trouver un emploi, partir à l'étranger. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore beaucoup plus le cas avec l'arrivée de l'IA et de l'Internet. Tout se passe en anglais. Ouais. Je pense qu'il y a les dernières stats sont 85% de l'IA est en anglais. Donc, D'où l'important, justement, de maîtriser la langue. Alors, justement, Wall Street English, succès français, mais aussi international. En chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors, en France, c'est 66 écoles. Wall Street France, donc, développe également Wall Street Espagne, où il y a 14 écoles maintenant. Ça représente 25 000 à 30 000 stagiaires par an.
Et puis dans le monde, il y a 35 pays et 150 000 élèves. Parce que vous parlez des stages, et concrètement, pour celles et ceux peut-être qui ne vous connaissent pas, peut-être présenter rapidement ce que vous faites, des cours, des stages. Alors historiquement, on a fait des cours en France, donc pas à l'étranger, à la différence d'écoles comme EF, par exemple, qui envoient un stage à l'étranger. Tout à fait. Et historiquement, on faisait que des adultes, au-dessus de 17 ans. Et depuis 2 ans, on fait pour les ados également. On est aidé par cela grâce aux formations online, à distance, oui. Où les ados vont faire exactement la même chose structurellement que les adultes, c'est-à-dire une préparation de cours et un accès à un cours avec professeur uniquement si le cours a été préparé. Autrement dit, si vous n'avez pas préparé vos cours, vous n'avez pas de cours avec professeur. D'accord. Ça, c'est pour les adultes et c'est pour les enfants, c'est la même chose. La grande différence par rapport pour des ados, c'est que soudainement, ils sont en cours et quand ils sont en cours, ils sont 2 ou 4 au lieu d'être 30. Et là, soudainement, il faut parler parce qu'en plus, ils ont tous préparé exactement la même chose. Donc, ça permet de la pédagogie inversée, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça marche puisqu'on a sorti tout cela de garantie de résultats contre remboursement. Et on est les seuls à garantir nos formations contre remboursement. Et on peut le faire parce qu'on sait ce que l'enfant, ce que l'adulte fait. Il fait une préparation de cours qui est structurée, il doit la faire en entier. Ça prend à peu près 4 heures pour faire un cours avec professeur derrière. D'accord. Et le résultat, justement, c'est un certain niveau qui est atteint au TOEFL, au TOEIC Oui. Pour les adultes, au TOEIC essentiellement. D'accord. Ça commence à s'imposer également dans les écoles. Mais oui, c'est pour ça. TOEIC. Sinon, le TOEFL pour les universités à l'étranger. Mais on a la chance dans les formations en langue de pouvoir délivrer nos formations et de pouvoir faire tester les niveaux par des organismes tiers. Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de, c'est pas l'organisme qui donne lui-même la preuve du résultat. Je comprends. Je comprends. Alors l'apprentissage d'une langue à l'âge adulte, est-ce que c'est vraiment efficace ou du moins aussi efficace que quand on l'apprend quand on est plus jeune? On dit souvent, on entend souvent dire qu'effectivement le cerveau est beaucoup plus malléable et notamment à l'apprentissage d'une langue étrangère quand il est petit, quand l'enfant est petit et que plus on grandit, plus il est difficile d'apprendre une langue étrangère. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. La première, c'est qu'aux alentours de l'âge de 11 ans, notre oreille se formate sur les fréquences qu'elle a l'habitude d'entendre. D'accord. Et les fréquences de l'anglais sont plus larges que les fréquences du français. Et donc, forcément, si on n'a pas entendu d'anglais avant l'âge de 11 ans, on a un problème à restituer un bon accent derrière. D'accord. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai une petite fille anglaise qui a 3 ans et je vois qu'elle a quand même, bon, elle apprend le français et l'anglais en même temps, mais ça met du temps à apprendre une langue. Un enfant à 3 ans, il parle à peine une langue et on a tendance à l'oublier. Donc on dit ils apprennent à toute vitesse. Non, ils n'apprennent pas à toute vitesse. Ils font 4 ans, 5 ans de langue intensive et finalement, ils y arrivent. Donc nous, ce que l'on constate, c'est qu'un adulte va avoir autant de facilité à apprendre une langue qu'un enfant de 14 ans. Donc on va passer la phase des 11 ans avec l'oreille. Avec les méthodes pédagogiques que l'on a maintenant, donc on a de l'audio très facilement, parce qu'on a les casques, on a les micros, on s'écoute, etc. Ça permet d'entendre ce qu'on restitue, alors que très souvent, le problème, c'est qu'on ne s'entend jamais parler. Et comme on s'entend parler, on n'entend pas la faute. Et comme on n'entend pas la faute, on ne peut pas la corriger. C'est vrai. Donc ces outils-là sont quand même très utiles. Et l'adulte a quand même un avantage par rapport à un enfant, c'est qu'il comprend la logique grammaticale d'une phrase. C'est plus facile. L'enfant ne la comprend pas. Il apprend les règles grammaticales à partir de 7 ans, 8 ans, alors qu'il maîtrise parfaitement sa grammaire à l'oral. D'accord. Donc mais la grande différence, vous parliez tout à l'heure d'écart de niveau entre les Français et d'autres peuples, tout dépend en fait de la taille du pays. Parce que si vous êtes la Suède avec un faible nombre de millions de personnes, la télévision ne va pas faire l'effort de traduire en suédois le film américain que vous écoutez.
Alors qu'en France, vous n'allez pas entendre un film américain en américain à la télé. Donc vous n'avez pas votre enfant qui, de 2 ans à 5 ans, est placé devant la télé parce que la maman doit faire autre chose, et qui, même s'il ne regarde pas la télé, entend de l'anglais. De manière indirecte. Ouais. Et c'est ça la grosse différence. Elle est là. À partir du moment où, en France, tous les films sont systématiquement non doublés, j'ai plus de business. J'ai plus de business. Bon, on vous souhaite en tout cas d'avoir encore un peu de business et surtout de donner encore quelques conseils peut-être aux parents qui nous regardent et qui nous écoutent. Quel rôle les parents peuvent-ils jouer ? On comprend de fait qu'il faut habituer l'oreille de son enfant dès le plus jeune âge par la radio, peut-être par des dessins animés qu'on peut trouver sur Internet en anglais. On peut utiliser. Aujourd'hui, il y a plein de... Je sais que le problème, c'est que les parents n'aiment pas les écrans. En général. Ouais. Donc, en revanche, avec les écrans, on peut avoir la traduction, on peut avoir la langue que l'on veut, en général. D'accord ? D'autant plus avec l'intelligence artificielle maintenant. Et donc, il faut réussir à faire un bon équilibre entre les deux, où on met la petite bande dessinée, mais on la met dans la langue que l'on choisit pour que l'enfant commence à entendre les sons. Et vous verrez, les enfants, en fait, ils font la différence. Ma petite fille fait la différence entre le français et l'anglais. Ah ouais. Et elle ne mélange pas tout. Non, quand ma femme qui est française parle en anglais avec ma petite fille et que ma petite fille ne comprend pas, l'autre jour elle me racontait qu'elle voulait dire water et elle y arrivait. Enfin, la petite fille considérait que ma femme ne le disait pas bien. Elle dit mamie, c'est eau. D'accord, donc ils sont parfaitement capables de faire la différence entre les deux. Mais c'est vrai que si on arrive à leur donner les sons avant l'âge de 5 ans, c'est mieux. On va continuer à en parler. On va parler aussi, bien sûr, et c'est important, c'est au sujet d'ailleurs de notre émission aujourd'hui, de l'impact de l'intelligence artificielle que vous utilisez d'ailleurs maintenant beaucoup chez Wall Street English. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Nathanaël Wright. Mais juste avant, Nathanaël, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Alors pour celles et ceux qui suivent régulièrement cette émission, non seulement on vous en remercie, mais en plus vous devez savoir que lorsque Lisa a une idée derrière la tech, il s'agit souvent d'IA. Et lorsque vous nous parlez d'intelligence artificielle, spécifiquement dans le secteur de l'éducation, souvent, c'est vrai, vous nous parlez de solutions du côté des élèves. Et là, vous allez nous parler de l'IA au service des enseignants, puisqu'elle leur ferait gagner du temps, un temps précieux pour corriger les copies, c'est ça? Exactement. Et puis, je vais commencer tout simplement avec une petite devinette pour vous sur ce sujet. Allez. À votre avis, combien d'heures en moyenne un enseignant passe-t-il à corriger des copies chaque année? Oh là là. Combien vous diriez, Nathanaël? 200. 200, 150, peut-être 175, ouais, un peu moins. Eh bien, c'est un petit peu moins quand même. Alors, c'est toujours beaucoup, hein, c'est environ 125 heures par an. Ah oui, c'est énorme. Alors, imaginez le gain de temps à la clé, puisque les IA promettent un temps de correction divisé par 3, selon plusieurs expérimentations récentes, notamment en France. Aujourd'hui, les IA sont capables d'analyser, de corriger et de proposer des commentaires sur les copies des élèves. Quasi toutes les matières y passent, comme le français, l'histoire-géographie, les mathématiques et même les langues vivantes. Alors, comment ça tombe bien. Merveilleux. Comment ça fonctionne justement exactement? Est-ce que l'IA remplace totalement l'enseignant dans la correction des copies? Non, c'est trop beau. Pas du tout. L'IA, en fait, elle n'évalue pas à la place de l'enseignant. C'est important de le préciser. Elle automatise seulement une partie du travail jugé répétitif, comme par exemple le fait d'identifier les fautes d'orthographe, de syntaxe, de repérer des oublis dans un raisonnement structuré. Elle peut éventuellement proposer une grille d'évaluation pré-remplie, mais l'humain reste toujours décisionnaire. C'est l'enseignant qui relie, valide et ajuste la correction. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des outils qu'on utilise déjà en France aujourd'hui. Oui, tout à fait. De manière expérimentale et volontaire. Par exemple, en 2024, plusieurs académies françaises ont testé l'usage de correcteurs IA sur des lots de copies anonymisées. Le projet reste pilote et concerne principalement les évaluations de type bac ou brevet en format numérique. Mais on a aussi des startups françaises comme Evidence B qui ont développé des outils d'aide à l'évaluation. Là encore, sur des copies numériques. C'est un outil qui a été déployé dans quelques lycées en partenariat avec l'éducation nationale, sur des tests de français et de mathématiques. Et ou alors, on a aussi, par exemple, le projet Jingo par Compilatio, déjà utilisé dans des lycées pilotes, là aussi, en métropole et dans certains DOM, qui fonctionne cette fois-ci en comparant les copies aux consignes officielles et aux modèles de réponse attendus. À noter également que certaines solutions plus récentes prennent en charge les copies manuscrites. Et dans ce cas-là, il suffit à l'enseignant de la photographier pour ensuite faire mouliner dans l'IA. Oh là là, c'est un peu le rêve de tous les enseignants, ça, quand même. Un petit peu, oui, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, quand même, à utiliser, en tout cas, automatiser une partie, justement, aussi importante de leur travail? Alors, bien évidemment, on a toujours des risques qui sont soulevés avec l'IA. Par exemple, l'uniformisation des corrections. Une IA peut lisser les appréciations au détriment de la nuance humaine. On peut également avoir des erreurs d'interprétation, notamment pour des copies un petit peu plus créatives, argumentatives, comme les rédactions, par exemple, où la subtilité compte énormément, et sur des copies également manuscrites où on peut avoir des erreurs dues à un mauvais déchiffrage de la part de l'IA. C'est pourquoi, encore une fois, on le répète, l'usage de l'IA est encadré, elle est pensée encore une fois comme une assistante et non pas comme une remplaçante. Elle n'en peut plus, elle insiste à chaque émission. Sur tous les sujets. Lisa, merci beaucoup pour cette chronique, ça tombe bien. Nathanaël, on va parler de l'intelligence artificielle tout de suite chez Wall Street English et dans le sujet de l'apprentissage des langues. On lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk, toujours avec notre invité Nathanaël Wright, le fondateur de Wall Street English. On va parler justement, effectivement, et c'est important, de l'impact de cette intelligence artificielle sur la formation linguistique. Vous, ça fait quelques années que vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, puis je suis parfaitement d'accord avec ce que Lisa disait. Nous, on pense que l'IA est là pour aider le professeur. Alors qu'il y a beaucoup d'organismes actuellement. Duolingo vient d'annoncer qu'il virait tous ses professeurs pour les remplacer par de l'IA. Ils ont annoncé ça il y a 2 jours. Et le cours de bourse a pris 20% d'un coup. Donc, il y a beaucoup de manipulation en fait, d'informations pour profiter à la bourse. Bon, c'est comme ça. Nous, on n'y croit pas.
On pense que le professeur doit demander à l'IA de faire un certain nombre de choses et pas l'IA de remplacer le professeur. Sinon, vous avez des ingénieurs qui se muent en pédagogues et qui essayent de créer une méthode. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. L'IA est incapable de dire, du moins aujourd'hui, si un stagiaire ou un élève est en difficulté quand par rapport à un sujet. Il n'est pas capable de savoir quand il faut l'encourager un peu, enfin tout ce que le professeur fait au jour le jour et qui est plutôt du ressort de la nature humaine. Bien sûr. Donc nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des grosses phases de préparation de cours, donc on a des milliards de données sur ce que les stagiaires font. On a quand même 150 000 stagiaires, donc ça va très vite. Ce que les stagiaires font, quels exercices sont bons, quels exercices sont pas bons. Là, l'IA, c'est parfait. L'IA est parfaitement capable de nous dire « Ah bah, tous ces stagiaires-là ont réussi et ah bah, ils n'ont pas fait cet exercice-là ». Donc cet exercice-là, on peut l'enlever. Il ne sert à rien par rapport au résultat. L'IA est capable de nous dire bah voilà, tu as un cours avec 3 personnes, voilà le résumé de leurs erreurs et sur ce sur quoi il faut travailler. Oui. L'IA n'est pas capable de faire un cours. Moi, il se trouve que pour des veilles concurrentielles également, parce que j'essaye d'apprendre l'espagnol, je fais Duolingo également. D'accord. L'IA de Duolingo, c'est râler pas crête. C'est vraiment râler pas crête. Il comprend rien à ce que je lui... Enfin, si, il comprend ce que je lui dis, mais dès que je cherche à changer de sujet, ça marche pas. Ah ouais. D'accord ? C'est vraiment très cadré, etc. Donc, quand ils nous disent qu'ils vont remplacer tous leurs professeurs par de l'IA, ils en sont très loin. Donc aujourd'hui, concrètement, comment fonctionne l'IA chez Wall Street English? C'est vraiment pour nourrir la création de vos contenus, la correction, donc on le comprend, comme Lisa nous l'expliquait. Alors il y a la partie pour le prof, et pédagogique, et il y a la partie stagiaire. Oui. D'accord. Donc on en a parlé un peu pour le prof. Je modifie les contenus, je les améliore, je broie mes données, je le fais mieux que le cerveau humain, je suis plus fort que toi là-dessus, donc je sais le faire. Je fais mes résumés pour le prof par rapport à ce que le stagiaire a fait, ça je sais bien faire. Et puis il y a la partie pour le stagiaire qui est ce que Wall Street sait faire, ce que Duolingo sait faire, etc., qui est en fait une petite conversation. Et là, c'est intéressant parce que précédemment, puisqu'on a une méthode très structurée, quand on voulait vous faire parler de quelque chose, en fait, il fallait que vous répondiez quelque chose que vous aviez déjà travaillé. Là, vous pouvez diverger. Vous pouvez, au lieu de parler de football, parler de basketball, par exemple. Et l'IA comprend que vous êtes sur du basketball et pas de... Bref, ça fonctionne. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça pour l'instant. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes sur ce que l'IA pourra faire à terme. On verra bien. Mais le jour où vous voulez demander à une IA d'intervenir pour aider un gamin qui est dans la difficulté et qui ne se sent pas bien par rapport à ce qu'il doit dire et autres, je pense que le prof est mieux armé pour ça. Donc vous estimez, vous voyez et constatez au-delà de ça qu'il y a encore des limites à l'intelligence artificielle? Ah oui, alors, globalement dans le monde des langues, il y a deux secteurs. Il y a ce qu'on appelle le learn, donc l'apprentissage, avec lequel on met, nous, notre garantie de résultat contre remboursement derrière. Et il y a le fun. Le fun, c'est du Duolingo et compagnie, c'est j'en fais 5 minutes par jour. Je fais un petit test, je fais un petit truc, etc. Et l'IA peut gérer le fun, ne peut pas gérer le learn. Le learn, il faut accompagner l'élève. C'est autre chose encore. Vous formez vos enseignants aujourd'hui à ces nouveaux outils? Absolument. Ouais. Comment ça se passe? Parce que c'est pas toujours évident non plus pour eux qui font partie d'une génération sans doute qui n'a pas été habituée à l'intelligence artificielle. Alors c'est assez facile dans la partie où on restitue un résumé de ce que le stagiaire a fait, pas bien fait, etc. Donc le professeur, au lieu d'aller regarder tous les résultats obtenus, il a le résumé tout de suite. Donc il gagne du temps aussi. Il gagne énormément de temps. D'accord. Donc l'IA va aider le professeur à passer beaucoup plus de temps à faire son rôle qui est d'enseigner la langue plutôt que d'analyser des chiffres et autres. Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a vraiment
grosse capacité d'analyse, surtout si c'est très structuré, si c'est... vous parliez de cours, de copies écrites. Nous, c'est un programme structuré, on y répond, etc. Donc, pour l'IA, c'est vraiment très facile à gérer. Et tout se fait en ligne, c'est ce que vous m'expliquez? Alors, tout ne se fait pas en ligne. On a notre préparation de cours et les cours avec professeurs. Avant le Covid, tous les cours avec professeurs avaient lieu dans nos centres. Oui. Depuis le Covid, alors que les stagiaires ont le choix de le faire dans le centre ou à distance, ils font moitié-moitié. C'est-à-dire que quand ils veulent justement un cours un peu plus approfondi, de qualité, ils vont voir leur prof dans l'école, le prof qui les connaît, qui se souvient des problèmes de la personne, etc. Et quand ils ont un problème d'emploi du temps, eh bien, ils ne peuvent pas aller au cours à 17h dans l'école, et ils le prennent le samedi soir à 11h. Et le fait de pouvoir combiner les deux fait que nos stagiaires, on a une méthode divisée en niveaux, mais peu importe. Avant, on faisait un niveau tous les 3 mois, maintenant, on fait un niveau tous les 2 mois. D'accord. Donc, les gens vont plus vite. Donc, il y a un vrai problème de logistique, mais il y a également un vrai problème de qualité. Et je vous en prie, Lisa. Juste sur le fait que vous ayez une partie des cours en ligne et une partie des cours en présentiel, est-ce que vous avez peut-être des chiffres justement sur est-ce que par exemple les gens qui font plus de présentiel évoluent plus rapidement contrairement à ceux qui sont en ligne, ou est-ce que c'est plutôt assez équivalent? Parce que j'imagine que si les élèves font le choix quand même d'aller sur place, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc est-ce que ça se traduit dans les résultats? Oui, mais ils vont moins vite. Ils vont moins vite. D'accord. Parce qu'ils ont moins de temps. Tout simplement. Ils ont moins d'accès à la méthode parce qu'au lieu de pouvoir faire leurs cours avec professeurs, avec 3 ou 4 autres élèves, d'ailleurs, il y a un autre énorme avantage aux cours à distance, c'est que, par exemple, un ado qui prend un cours chez nous, il est avec des Italiens, des Espagnols, des Allemands, qui, eux, apprennent l'anglais aussi. Ouais. D'accord? Parce qu'a priori, on n'apprend pas l'anglais pour parler anglais avec des Français. Hein, donc, ça semble logique. Donc, il y a un véritable avantage au cours à distance, il y a un véritable avantage au cours en centre, mais le cours en centre suppose une logistique. On doit aller à l'école, on doit prendre du temps pour aller à l'école, on doit y aller à la bonne heure. Alors que quand vous prenez votre cours à distance, là où il y a 2-3 cours de disponibles à votre niveau pendant la semaine à l'école, il y en a 50 par jour. De l'autre côté. Donc, c'est la combinaison des deux qui fonctionne. Les gens qui ne font que de l'online et de cours à distance, hein, donc parce qu'à chaque fois, il y a un professeur, progressent moins vite que ceux qui font les deux, et ceux qui ont que du cours en centre progressent le moins vite. Ok. Est-ce que vous avez votre réponse? Oui, je suis extrêmement satisfaite. Extrêmement satisfaite. Et ben voilà, ce sera notre mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Nathanaël Wright, d'avoir été parmi nous. Décidément, j'ai du mal en ce moment. Vous avez dit parmi nous. Parmi nous, j'ai dit parmi nous. Bon, ben voilà, c'est la fin de la journée. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, Nathanaël, je rappelle que vous êtes le fondateur de Wall Street English. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes président de la commission langue et acteur de la compétence. On en parlera avec vous. Vous serez toujours le bienvenu dans tous les cas sur le plateau de l'École du Futur. Merci aussi à vous. Lisa, heureusement que vous êtes là. Hein. Décidément, c'est du mal en ce moment. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. L'équipe, elle est aussi derrière votre écran et notamment en régie avec Dylan Coller et Edouard Degnaud à la production et la réalisation de cette émission ainsi qu'à toute la régie. Merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.